Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du LTP Demande Conseil. Et oui, salut, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui tient à cœur notre ami Pascal Balducci, de notre coach, de notre mentor, qui est la pratique et l'entraînement pour l'ultra. Et le thème abordé aujourd'hui est ultra, courir moins pour courir mieux. Et vous allez voir, vous allez l'entendre, Pascal nous expliquera pourquoi il a souhaité parler de ce sujet dans les grandes lignes au tout début. Nous avons été accompagnés dans cet épisode d'une Patreon qui me soutient depuis bien longtemps déjà, Aurélie Toquet, qui est d'ailleurs elle aussi une traileuse aguerrie et dont le niveau sportif est admirable. Et donc je remercie Aurélie d'avoir partagé avec nous ce moment, d'avoir apporté sa pierre à l'édifice de cet épisode et puis surtout de nous soutenir, de me soutenir dans nos projets depuis si longtemps sur les Patreons. Je tenais à remercier par la même occasion Damien Cloarec qui nous a rejoint sur les Patreons récemment. Bienvenue à lui. Il intègre une communauté de trailers passionnés dans laquelle vous pourrez bénéficier de mes petites vidéos, notamment la vidéo de l'OCC que j'ai fait récemment. Vous bénéficierez également des épisodes en avance. Vous participerez aux visios qu'on organise tous les premiers mercredi de chaque mois. Vous aurez également la possibilité de bénéficier des épisodes privés que je fais sur ma préparation à la Maxi Race et puis de participer également au forum sur lequel nous échangeons régulièrement. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, rien de plus simple, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Je vous invite également à mettre des petits commentaires sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. C'est le meilleur moyen d'augmenter la communauté. Et d'ailleurs, je tenais à tous vous remercier car les statistiques d'écoute sont en constante augmentation. Donc c'est un réel plaisir de vous proposer toujours plus de contenu et de voir que ça répond favorablement. Donc merci à tous. Allez, après avoir parlé trop longuement, j'imagine, je vous laisse profiter de ma conversation avec Aurélie et Pascal Balducci. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Balducci et Aurélie Toquet. Aurélie, salut, je te remercie de nous rejoindre sur le podcast, sur un des épisodes du Demande Conseil. Et puis, je vais commencer par le commencement. Tu es une des fidèles Patreon qui me soutient depuis un moment déjà, donc déjà, je te remercie énormément, je te souhaite la bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Aurélie, s'il te plaît ? Oui, bonjour, merci de m'accueillir dans le LTP. Donc je suis Aurélie, j'habite à Grenoble. Je suis maman de 2 enfants de 10 et 11 ans et demi. Dans la vie, je suis bibliothécaire à l'université Grenoble-Alpes. Et puis j'aime bien, pour mon plaisir, j'aime aller courir en montagne, donc je fais du trail. Et donc moi je ne suis pas encore passée du côté obscur de l'ultra trail qui va être J'ai cru comprendre que ça ne saurait tarder. Je sais pas, j'ai plein d'interrogations justement, donc je pense qu'on va pouvoir peut-être je vais peut-être pouvoir avoir des éléments d'information grâce à tout ce qu'on va dire aujourd'hui et ce que Pascal va nous donner comme conseil. Donc voilà, moi sinon je fais des distances plutôt entre 20 et 60 km. Voilà. Très bien. Super, merci pour la présentation. Pascal, je te dis bonjour. Je te remercie de nous rejoindre une nouvelle fois sur un épisode. Salut, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas et bonjour Aurélie. Salut. Alors, on va aborder un sujet aujourd'hui. C'est toi, Pascal, qui a souhaité aborder ce sujet qui te tient à cœur. C'est dans le cadre de la préparation d'un ultra. On a appelé cet épisode « Préparation ultra, courir moins pour courir mieux ». Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, dans un premier temps, pourquoi tu as souhaité aborder ce sujet-là ? C'est un sujet qui me tient à cœur et parce que je vois depuis l'avènement, on va dire, du trail et principalement de l'ultra trail, qu'il y a une incidence énorme en fait des blessures, du surentraînement qui amène à la blessure, qui amène à l'abandon sportif, qui amène même à certaines dépressions, donc il y a énormément d'effets délétères en fait de la pratique de l'ultra endurance quand elle n'est pas contrôlée, encadrée et quand elle devient déraisonnable. Alors ça devient vraiment un phénomène addictif et il n'y a pas de bonnes addictions comme on entend souvent parce que chaque addiction peut mener à de la désociabilisation,
à des problèmes personnels, de couple, etc. Et jusqu'au burn-out tout simplement. Donc ce phénomène-là, il a un nom, ça s'appelle la bigorexie, c'est-à-dire l'addiction sportive. Et c'est un phénomène de société qui est assez inquiétant, je trouve, alors que le point central, ça devrait tout le temps rester le plaisir de la pratique. Et il me semble qu'à un moment, beaucoup de personnes dérapent et ne sont plus dans ce plaisir, mais sont uniquement dans la culpabilité de ne pas aller courir. Donc là, déjà, la démarche d'Aurélie, je la trouve très raisonnable et intelligente de se poser la question, justement, est-ce que je passe à l'ultra ou est-ce que je ne passe pas, même si 60 km par rapport au commun des mortels, c'est déjà c'est déjà une épreuve, on va dire, d'ultra-endurance. Voilà, en quelques mots. Merci Pascal pour cette présentation des motivations qui t'ont poussé à évoquer ce sujet. Donc c'est un peu paradoxal avec ce qu'on va évoquer, hein, qui est entre guillemets la préparation d'un ultra, mais c'est aussi dans le but de montrer l'importance d'être rigoureux, d'être constant dans cette préparation-là, et que c'est pas donné à tout le monde, hein. Moi-même, tu félicitais Aurélie, mais je suis un peu dans le même cas qu'Aurélie, puisque moi ça fait depuis 2012 que je cours, donc 10 ans, et j'ai fait 80 km maximum sur les Templiers, donc je suis un peu dans le même cas. Aurélie, n'hésite pas à interagir avec nous si tu veux poser la moindre question et si tu veux rajouter des éléments. D'accord, merci. Pascal, on va partir du principe qu'on part sur la préparation d'un ultra de 100 miles, donc de 165 km, en milieu montagnard, hein, qu'on retrouve principalement chez nous, dans les Alpes notamment. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation des enjeux d'une telle épreuve, de manière générale ? Oui, même si ça reste assez complexe, on peut en effet en parler. En avant-propos, je pense qu'il est quand même important de rappeler le trail, c'est vraiment une discipline à part, dans le sens où, si vous voulez, on connaît à peu près maintenant les facteurs de performance pour pouvoir valider, on va dire, un ultra trail. Mais je crois que c'est la seule discipline qui dépend avant tout de l'individu. C'est-à-dire que les modalités d'entraînement vont varier en fonction du lieu d'habitation de la personne. Donc là, tu parles d'un ultra-trail de montagne, mais c'est clair qu'une personne qui habite à Nantes ou une personne qui habite à Chamonix ne vont pas, même si elles préparent toutes les deux un 100 miles, obligatoirement, elles n'auront pas les mêmes modalités d'entraînement l'été comme l'hiver, et pas la même préparation. Et c'est assez étonnant, enfin c'est assez nouveau en fait, hein, dans le milieu, en tous les cas, de la course à pied, parce que jusqu'à présent, que ce soit sur la piste, que ce soit sur marathon, les personnes qui préparent une même épreuve, même si on individualise, en gros, ils ont à peu près quand même les mêmes modalités d'entraînement. Là, c'est complètement différent. Donc ça, c'est une notion aussi qui est importante à prendre en compte. Ensuite, les facteurs de performance, on commence un peu à les connaître. C'est clair que le premier, il faut quand même être clair, le premier, c'est développer sa capacité aérobie, c'est-à-dire la capacité à être capable de fournir un effort sur une durée qui va être supérieure à 30 heures pour la plupart des coureurs, qui peut aller de 30 à 50 heures, voire plus certaines fois. Donc ça, c'est une vraie difficulté, parce que ça demande des capacités cardiovasculaires, bien entendu, mais aussi des capacités musculaires, qui sont extrêmement importantes, et on sait qu'en trail, par exemple, les notions de force, d'endurance de force, sont des facteurs de performance qui sont rentrés dans tous les modèles de la performance, de la course de montagne à l'ultra, c'est vraiment essentiel. Il y a bien entendu des dispositions techniques à acquérir, mais il y a aussi tous les phénomènes, toute la dimension stratégique, c'est-à-dire la gestion de course qui va être importante, ce qu'on a déjà appelé le pacing, on a déjà parlé souvent ensemble ici, c'est-à-dire la gestion de l'intensité de son effort. Il va y avoir bien entendu la stratégie nutritionnelle, c'est-à-dire comment je vais apporter à mon corps les carburants essentiels pour tenir une telle durée. Donc il y a des phénomènes qu'on appelle de répression énergétique, c'est-à-dire fournir à son corps le carburant, mais aussi de déplétion énergétique, c'est-à-dire comment retarder justement l'épuisement des réserves en glycogène et ensuite en lipides. Il y a tous ces phénomènes-là. Il y a le matériel qui va jouer aussi une place essentielle.
Il y a, on va dire aussi l'acclimatation parfois, hein, ça peut être à l'altitude, ça peut être à la température, donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte bien entendu. Il y a le maintien d'un écosystème intestinal stable, et ça c'est une vraie dimension essentielle qu'on n'a pas dans toutes les autres disciplines de course à pied, parce qu'on sait par exemple que sur l'UTMB, un quart des abandons sont dus à des désordres gastro-intestinaux. Voilà, et puis on a fait à peu près le tour. Ça, en tout cas, il y a une grande diversité de facteurs de performance, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette discipline, c'est-à-dire que c'est la performance n'est pas reliée uniquement aux capacités cardiovasculaires de l'individu, mais à tout un tas de facteurs justement qui soient énergétiques ou non énergétiques. Voilà. Donc ensuite dans la préparation et la grande différence, mais on va en parler après, je pense, avec les disciplines moindres. On va voir que ça va plus être en fait une répartition des charges d'entraînement plutôt que de mettre encore plus de charges d'entraînement. Voilà pour une première réponse. Ok, donc moi j'aimerais aller sur le terrain des différences entre ultra et trail court, moyen, voire même long. Il y a une vraie différence Là, on est bien d'accord, on reste dans le cadre de la préparation. Hein. On est avant épreuve. On est dans une différence fondamentale de préparation entre un ultra et tous les autres formats, où on est sur le même type de préparation, sauf que on répartit différemment les charges de travail. Voilà, c'est plutôt ça en fait. C'est une répartition différente des charges de travail. Parce que chaque fois, moi, quand je suis en formation d'entraîneur, par exemple, ce qui est encore le cas ce week-end, la provocation, c'est de dire qu'un coureur de 100 mètres, un coureur de 100 mètres notamment de élite, a plus de charges de travail, c'est-à-dire il s'entraîne plus qu'un coureur d'ultra. Et c'est une réalité sur le terrain. C'est un coureur qui prépare une finale olympique sur 100 mètres. Si on quantifie ses charges de travail, elles sont très souvent supérieures à celles d'un coureur d'ultra. Simplement, c'est clair que si on compare uniquement le volume kilométrique, c'est évident qu'il va courir bien moins qu'un coureur d'ultra trail. Ça, c'est évident, même par rapport à un marathonien ou à un autre coureur. Ce que je veux dire, c'est que chaque discipline a ses spécificités et qu'on y répond par des modalités d'entraînement différentes, mais que la charge globale, quand on compare les athlètes élites, quelle que soit la discipline, elle est sensiblement la même en fait. Et donc ça, c'est une première notion importante. La deuxième notion qui est aussi importante à comprendre, et tu vois, j'étais en train là, juste avant de commencer le podcast de reprendre un peu, je suis en train de rédiger un 4e ouvrage qui sera le titre sera justement ultra enduré autrement, c'est-à-dire courir moins pour courir mieux et se préserver aussi. Donc la deuxième notion, c'est de ne pas raisonner par analogie. C'est-à-dire que l'analogie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je vais faire une épreuve très longue qui nécessairement va être à intensité très basse, parce que plus c'est long, plus mon intensité est basse, hein, c'est la définition même de l'endurance. Donc ça veut dire que je vais m'entraîner sur des sorties très longues et intensité très basse, et faire majoritairement ça à l'entraînement. Ça, c'est aussi une erreur importante, parce que l'écueil de la blessure se rapproche dangereusement, parce que qui dit travail à intensité, travail de longue durée à intensité basse, dit beaucoup de monotonie dans l'entraînement, dit aussi baisse de la capacité de performance globale de l'athlète, et puis un risque de blessure accru en fait, et notamment les blessures de répétition. Donc encore une fois, moi les athlètes élites que j'entraîne par exemple en ultra trail ne s'entraînent pas plus que mes athlètes élites en course de montagne et trail court. Tu as reçu il n'y a pas très longtemps, par exemple, Sylvain Cachard. Sylvain Cachard, par exemple, pour moi, il a plus de charge de travail qu'un Julien Chaurier. Pourtant, Julien Chaurier est un coureur d'ultra trail et Sylvain est un coureur course de montagne trail court. Donc voilà, la différence, elle est en effet dans la répartition des charges d'entraînement plus que dans la charge globale elle-même. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler assez rapidement la différence entre volume et charge ? Oui, tout à fait, parce que ça c'est une confusion mais qui est permanente et il faut vraiment, je passe beaucoup de temps moi là-dessus, c'est à expliquer et c'est très important. Le volume en fait c'est une composante de la charge d'entraînement, mais c'est pas la charge en elle-même. Parce que le volume d'abord ça peut être quoi? Ça peut être défini par des kilomètres, mais on sait bien qu'en trail ça a pas vraiment de sens le kilométrage, puisque selon le dénivelé, 10 km avec 1000 mètres D+, ou 10 km à plat, on comprend bien. Alors c'est le même volume kilométrique, mais c'est pas la même durée d'effort, donc c'est pas la même charge de travail, c'est pas la même spécificité,
Voilà, il y a plein de différences. Donc dans la charge de travail, on va compter un volume, mais très souvent on mesure en volume horaire. Donc ça c'est important, même si il peut être toujours important de calculer le kilométrage. Mais ce kilométrage, c'est une mesure qui reste vraiment très dépendante du milieu dans lequel on se trouve. Autant un coureur qui court à plat, le kilométrage ça a du sens, et encore ça va dépendre de l'intensité. Un coureur en montagne, le kilométrage il n'a pas beaucoup de sens. Donc on a ce volume horaire. On a ensuite une intensité, puisque bien entendu l'intensité à laquelle on va courir, ces heures d'effort. Ça a un effet, bien entendu, différent sur la capacité de performance. C'est-à-dire, si je cours à 60% de mes capacités ou si je cours à 80%, par exemple, j'aurais couru 1 heure des deux côtés, mais j'aurais fait certainement plus de volume, plus de distance si je fais à 80% qu'à 60%, et donc ça n'aura pas le même impact non plus sur ma capacité de performance. Ensuite, il y a à prendre en compte également la spécificité, c'est-à-dire la nature de l'exercice. C'est-à-dire, si je fais 1 heure à plat ou si je fais 1 heure en montagne, c'est toujours 1 heure, donc c'est toujours le même volume, mais bien entendu, ça n'a pas le même effet, parce que je vais travailler différemment, notamment d'un point de vue musculaire. Il y a la montée où je vais travailler plus en excentrique, donc développer ma force, mon endurance de force. Il y a la descente où je vais travailler en excentrique, donc là je vais travailler aussi, développer aussi ma force et puis aussi ma technique de course, donc ça c'est important. Donc là on se rapproche de la spécificité du trail. Et puis un dernier paramètre de la charge de travail qui est la fréquence des exercices. Par exemple, si je calcule simplement un volume, je fais 20 km dans la journée, je peux le faire en une fois ou je peux le faire en 2 entraînements, 2 fois 10 km. Donc c'est le même volume, mais ça n'a pas non plus le même impact, bien entendu, sur l'entraînement. Donc ça a pas, l'organisme ne va pas s'adapter de la même manière, donc ça aura des effets bien différents. Donc en gros, la charge de travail, c'est 4 éléments. Le volume de travail, qu'on traduit très souvent en volume horaire, l'intensité à laquelle j'effectue ce travail, le nombre d'entraînements que je fais par semaine, et puis la spécificité des exercices. Voilà, c'est ces 4 choses-là. Donc vous voyez, donc on voit bien la différence, que ça se réduit pas simplement à une comparaison de kilométrage ou de choses comme ça qui n'a pas vraiment de sens. Voilà. Et cette charge, on a des moyens de la quantifier. Et ça, quelle que soit la discipline sportive. Et alors il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus rustique et la méthode qu'on utilise en recherche et qui est validée vraiment partout, c'est ce qu'on appelle la méthode Foster. C'est-à-dire, pour calculer ma charge de travail, je multiplie la durée de mon effort en minutes par ce qu'on appelle un ressenti d'effort sur une échelle de 1 à 10, qu'on appelle une échelle RPE. Et ça me permet de donner une quantité de charge de travail qu'on définit en unité arbitraire. Et voilà, chaque semaine, j'ai une certaine quantité de travail que j'ai effectuée. Donc c'est ma charge qui est définie comme ça. Et à partir de cette méthode-là, je peux aussi définir la monotonie de mon entraînement qui va me renvoyer des informations sur la manière dont j'ai réparti mes différents exercices. Et puis, ça va me donner aussi, pour calculer ce qu'on appelle la contrainte, c'est-à-dire la manière dont mon organisme ressent l'effort global et réagit à cet effort global. Donc, ce sont des données, bien entendu, qui sont valides scientifiquement, qui sont maintenant adoptées sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire, si vous allez sur Nolio, par exemple, Nolio va vous calculer directement vos charges de travail, vous donner un tas de graphiques, voir la progression de cette charge et voir, l'évolution de la charge au cours de la saison et au cours des différentes saisons. Ça, c'est important aussi. Voilà. Parfait. Le rappel était, je pense, impératif. Aurélie, toi, tu connaissais cette différence entre volume et charge ? Non, pas du tout, justement. Et là, on voit que effectivement, on a tendance des fois à raisonner en volume, et c'est justement moi c'est ça qui m'intrigue. Je me dis, moi, des fois, vu les semaines qu'on a, si je voulais augmenter les kilomètres, la question que je me posais, c'était est-ce qu'il faut justement que j'augmente, on va dire, la quantité d'entraînement, la quantité de kilomètres par semaine. Et là, d'après ce que je comprends, finalement, en raisonnant avec la charge, ça change tout. Pascal, tu peux Oui, compléter ? en effet, Aurélie, pour augmenter la charge, on n'augmente pas nécessairement le kilométrage. Mais on va jouer sur d'autres paramètres. Bien sûr, on peut jouer aussi sur l'entraînement croisé. On peut jouer sur l'intensité à laquelle tu vas courir, tu vas faire tes sorties. Même si, bien entendu, pour aller vers du trail de durée, de longue distance, bien entendu qu'il faut un minimum quand même de volume de travail en termes kilométriques, en termes de dénivelé, de technicité. Il y a quand même une base qui est indispensable.
mais cette base-là, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et notamment, si on veut être plus performant et mieux se préserver, il va falloir introduire aussi du travail qualitatif qui a l'avantage de booster la capacité de performance. Parmi les 4 paramètres que je vous ai donnés, il est reconnu que l'intensité est le paramètre qui a le plus d'influence sur la capacité de performance. Donc ça, c'est une donnée qui est vraiment intéressante. Donc c'est pas parce que je vais faire du très long qu'il faut que j'arrête de travailler aussi sur du court et sur du qualitatif. Et on va surtout, enfin, beaucoup de personnes pensent qu'ils vont se blesser en faisant du qualitatif, c'est aussi une grosse erreur. Le risque de blessure, il est accru justement par une répétition de travail à intensité basse. Après, si on respecte le principe de progressivité à l'entraînement, si on n'a jamais fait de travail qualitatif, bien entendu qu'il faut y aller doucement, parce que oui, on peut se blesser si on fait un travail dit de vitesse, si on n'en a jamais fait. De même qu'on peut se blesser en descente sur voilà, un travail un peu trop important en excentrique, etc. Donc en respectant ce principe de progressivité et en polarisant l'entraînement, on va peut-être y revenir après, on peut avoir en effet un travail, un entraînement qui va être très pertinent et avec moins de volume que ce qu'on pouvait faire avant. Voilà, c'est le fameux donc courir moins pour courir mieux. Ok, donc si je résume, on aurait tendance à croire que pour aller sur un ultra qui représente entre 30 et 50 heures de course ou d'effort tout du moins, il faut borner. Clairement, en fait, ça implique un risque de blessure par le biais notamment de la monotonie. Est-ce qu'il y a d'autres risques ? Exactement. Bien, alors comment dire, il y a pas mal d'études qui sont faites actuellement sur la fatigue, parce que dès qu'on parle d'entraînement, l'entraînement il a 2 effets. Il a un effet fatigue, c'est-à-dire je rentre de mon entraînement, je suis en moins bon état de forme qu'avant de partir, c'est normal, c'est le but. Et après j'ai un effet forme, c'est-à-dire si je laisse à mon organisme le temps de récupérer, j'ai un rebond qu'on appelle souvent la surcompensation, qui me permet d'élever mon niveau de potentiel. Le problème, c'est que la succession des entraînements fait qu'au bout d'un moment, on a du mal à se retrouver un peu dans ce qui est fatigue. Alors fatigue périphérique, fatigue centrale, c'est-à-dire soit une fatigue musculaire, soit une fatigue aussi au niveau psychologique. Et c'est difficile parfois de faire la part des choses parce que voilà, exactement. La plupart des pratiquants, alors tout est lié, c'est-à-dire du déclenchement de la contraction musculaire au niveau du cerveau, parce que c'est lui qui décide en premier, bien entendu, jusqu'au muscle effecteur qui va faire le mouvement. Il y a tout un circuit qui est extrêmement complexe et qui sont et autant de sites potentiels de la fatigue en fait. La fatigue, ça peut être un problème de neuromédiateur au niveau du cerveau, ça peut être un problème d'hydratation, ça peut être un problème de réserve en sels minéraux, un problème de contraction, donc de sodium, potassium, de magnésium, etc. Il y a tout un tas, bien entendu, de sites qui font qu'on peut être potentiellement fatigué. Donc c'est assez difficile de faire la part des choses en fait dans notre entraînement, dans l'entraînement en ultra. Donc cette fatigue-là, elle est souvent présente. Et en tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de marqueur universel de la fatigue. Donc les écueils du surentraînement, ils sont parfois très insidieux et très difficiles à mettre en valeur, quoi. En fait, il faut savoir qu'il y a un continuum de l'entraînement au surentraînement. C'est-à-dire que je m'entraîne, souvent pour avoir un certain niveau de performance, et notamment à l'approche des compétitions, je fais ce qu'on appelle de l'overreaching, c'est-à-dire je mets plus de charge de travail, ce qu'on va retrouver notamment dans les week-end shocks ou week-end de charge ou dans les stages que tout le monde fait à tout niveau, parce que c'est devenu vraiment à la mode tout ça. Et voilà, donc entraînement, overreaching, overtraining, il n'y a pas de limite en fait entre tout ça. Et on bascule très vite du côté obscur, comme disait Aurélie tout à l'heure. Alors pas du côté obscur, enfin oui, c'est le côté aussi obscur de l'ultra et de cette pratique, bien entendu, parce qu'on peut être aussi dans un état de surentraînement sans s'en rendre compte en fait. C'est-à-dire parce qu'on y bascule tout doucement. Il n'y a pas un moment on est bien puis le lendemain on n'est pas bien, quoi. On y va tout doucement vers ce côté de moins bien. Alors il y a des signes pour repérer justement ces types de fatigue. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Il y a des bilans qu'on peut faire également, mais c'est complexe parce que la fatigue, elle va se situer au niveau musculaire. Elle peut se situer au niveau sanguin, elle peut se situer à des tas de paramètres, au niveau hormonal, etc. Et du coup, c'est assez complexe de s'y repérer et de repérer vraiment un état de fatigue chronique chez l'individu. C'est pas simple. Et la preuve que c'est pas simple, c'est que la Société française, par exemple, de médecine du sport, elle commence par détecter les états de fatigue par un questionnaire, tout simplement. Mais je conseille d'ailleurs ceux qui nous écoutent, s'ils sont dans une suspicion d'un état de fatigue, qui se voit pas tout le temps d'ailleurs sur un bilan sanguin, de remplir le questionnaire qu'on trouve en ligne de la Société française de médecine du sport, questionnaire du surentraînement.
Et je crois que quand on est entre 10 et 15 items sur 20 où on répond d'une certaine manière, on suspecte déjà un état de surentraînement, et au-delà de 15 réponses positives, on est dans un état de surentraînement. Et après, on peut diligenter des bilans différents pour voir vraiment ce qu'il en est. Voilà. Ok, je mettrai dans le lien de l'épisode le lien vers le site internet du questionnaire de surentraînement. Oui, tu vas le trouver. C'est parfait. J'ai une question qui me taraude depuis un petit moment, c'est quelle est la différence d'approche entre un coureur récréatif, que je considère être et que je pense Aurélie aussi, et un athlète élite dans la préparation de ce type d'épreuve? Est-ce qu'on peut faire la même chose ou ça n'a rien à voir? Alors, il y a beaucoup de différences, bien entendu. Déjà, je parlais tout à l'heure au niveau de la charge de travail, par exemple, de la fréquence des exercices. C'est la première différence, c'est-à-dire qu'un athlète élite, alors non seulement, généralement, il a plus de temps pour s'entraîner, c'est-à-dire plus de temps aussi de récupération, mais il a aussi, bien entendu, des moyens physiques qui lui permettent de plus s'entraîner et de mieux récupérer, c'est-à-dire d'avoir des charges de travail plus importantes. C'est-à-dire, faut pas simplement se dire, je suis pas élite parce que, en fait, je peux m'entraîner que 3-4 fois par semaine. Ça serait simple sinon il y aurait beaucoup d'élites quand même. Donc il y a à la fois des capacités cardiovasculaires, musculaires, techniques qui sont quand même importantes, très importantes chez ces athlètes élites. Et puis bien entendu, il y a aussi une capacité d'entraînement qui est différente. Je crois que tu as interviewé différents athlètes depuis un petit moment déjà. Nicolas, que je connais bien pour les entraîner pour la plupart, que ce soit Sylvain, que ce soit Audrey, que ce soit Julien, ou que ce soit Eric. Si je prends ces 4 exemples-là, ce sont 4 athlètes qui ont des capacités, des possibilités d'entraînement qui sont déjà très importantes. Donc ils ont un temps qui est dévolu à l'entraînement qui est important. Et après, le rôle de l'entraîneur, mais aussi le rôle de l'athlète lui-même, c'est bien entendu de s'entraîner en fonction de ses capacités d'entraînement. Ça sert à rien d'aller mettre l'entraînement de trop, c'est-à-dire celui duquel on ne pourra pas récupérer. Et je crois que c'est souvent ce qui se passe quand je parlais d'écueil, de la surfatigue, etc. On se met une pression terrible parce qu'on prépare un ultra, donc il faut faut borner comme tu disais tout à l'heure. Et puis, au final, on se casse la figure parce que le structurel, il tiendra pas. C'est-à-dire, on va faire fracture de fatigue ou au mieux une petite tendinite ou une périostite, etc. Si c'est pas carrément une rupture psychologique, quoi. Donc, il faut, la première chose et la première règle de sagesse, c'est d'adapter son entraînement à ses possibilités d'entraînement et de récupération. C'est-à-dire, on ne met pas un entraînement si on peut pas récupérer de cet entraînement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc du coup, bien entendu, on a déjà des différences qui sont quantitatives. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a aussi des différences qualitatives parce que un individu qui a moins de temps d'entraînement, obligatoirement, il doit faire des choix aussi dans son entraînement. Donc quand je parlais moi d'entraînement polarisé, de qualitatif, etc., la base pour valider quand même un ultra trail, c'est de développer sa capacité aérobie et le musculaire. Donc l'entraînement, il va privilégier, alors ça n'empêche pas de temps en temps de faire un peu de qualitatif et même au sein d'une sortie plus longue par exemple, mais l'entraînement va quand même privilégier déjà le développement de cette capacité aérobie et puis le développement de la force et de l'endurance de force, donc si possible d'avoir un développement de la capacité aérobie en milieu spécifique, donc en milieu montagnard, ça va être le principal. Et du coup, bien entendu, dans les modalités d'entraînement, il y aura certainement moins de temps dévolu au travail qualitatif, moins de temps dévolu aussi au renforcement musculaire, peut-être aussi moins de temps dévolu à l'entraînement croisé, donc il y aura des vraies différences. Voilà. D'accord. Donc là, tu as bien compris, c'était une transition pour passer de manière générale sur le cas d'un trailer que je considère lambda, comme moi. On va pas parler de trailers élites qui sont quand même assez rares. Alors je vais te poser une question qui va être un peu générale et je pense que ça va être difficile de répondre, mais je vais te la poser quand même. Quelle doit être l'expérience d'un trailer lambda pour pouvoir se lancer, je dis bien sereinement, dans ce type d'épreuve? Alors je sais que c'est jamais serein, on n'est jamais serein. C'est une très bonne question, Nicolas. Alors sereinement, oui. Si le mot est important, sereinement, parce que ça renvoie aussi aux habiletés mentales que tout trailer doit développer, qu'il soit élite ou non élite. Ça, c'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure de Aurélie, on disait que volume et charge, on fait souvent l'assimilation, mais je crois aussi que il est trop courant de penser que le travail mental est réservé aux athlètes élites. C'est une grosse erreur. Le travail mental, il est là pour tous et pour prendre plus de plaisir justement dans la performance. Donc, on en a parlé dans l'épisode qu'on a fait ensemble sur la préparation mentale.
exactement. Le développement des habiletés mentales, il est vraiment accessible à tous et pour vraiment pour le bonheur de chacun, quoi. Donc, faut surtout pas s'en priver. Et il faut vraiment s'intéresser à ce domaine qui permettra de prendre plus de plaisir, d'avoir plus de chances aussi d'aller au bout et de mieux se préserver. Ensuite, donc l'expérience, on en parlait en tout début, c'est-à-dire je disais que cette discipline d'ultra trail, elle est vraiment particulière parce que c'est la seule pour laquelle justement tout va dépendre aussi de l'individu et notamment de son passé sportif. Et ce dont on s'aperçoit actuellement, là je parle principalement des longues distances, donc trail long et ultra. On s'aperçoit que la capacité à performer en ultra, elle dépend quand même beaucoup du passé sportif de l'individu. Alors ça, on le sait depuis longtemps parce qu'on le savait déjà, par exemple, moi, quand j'étais petit, par exemple, là, on était déjà à essayer de comprendre pourquoi les coureurs kenyans, notamment à l'époque kenyans, éthiopiens principalement, donc les Africains de l'Est, étaient plus performants dans les épreuves d'endurance. Donc à l'époque, on parlait uniquement de marathon, dans les épreuves d'endurance. Pourquoi ces athlètes étaient plus performants que les athlètes européens? Donc on était dans des recherches sur la physiologie, tout simplement, d'un point de vue musculaire, d'un point de vue cardiovasculaire, on cherchait un peu les différences entre tout ça. Et nous en ultra trail, on s'aperçoit maintenant que les individus déjà qui ont démarré le sport tardivement, c'est assez rare de trouver un individu très performant en ultra et qui a commencé le sport à 20 ans. Je crois pas qu'il en existe. Et on s'aperçoit que les athlètes de élite ont tous un passé sportif important déjà dans une discipline aérobie et qu'ils ont commencé à développer l'endurance finalement très jeunes, mais dans un sport porté, c'est-à-dire un sport qui n'était pas un sport de course. Alors on va revenir au cas qu'on a vu précédemment, mais tu as reçu Julien Chaurier, c'est un cycliste à la base, donc de niveau national, donc qui a développé, les cyclistes ont quand même l'habitude de travailler sur des longues distances et des répétitions d'efforts importants. Tu as Eric Lavry qui a commencé très tôt à courir en famille, dès le plus jeune âge, à faire beaucoup de randonnées, de marche, mais également ensuite de triathlon. Tu as reçu Audrey qui marche et qui vit en montagne depuis qu'elle est née quasiment et qui faisait des efforts déjà de très très longue durée en étant très jeune en montagne, sans faire de compétition, mais qui était axé plutôt sur la randonnée, mais bien entendu le développement de capacités aérobie, musculaires, etc. Et puis j'en oublie un parmi ceux que tu as vus, Sylvain qui a commencé aussi très tôt bien entendu et par d'autres disciplines, mais qui restent des disciplines aérobie et des disciplines également de développement de la force. Alors après je vais citer encore que ce soit Kylian bien entendu qui est l'exemple le plus connu dans ce milieu, mais il y a plein d'autres exemples et on s'aperçoit que la pratique d'un sport très jeune, et là ça revient à un problème de société bien entendu actuel, on est dans un paradoxe total, c'est-à-dire on a de plus en plus d'individus qui veulent pratiquer l'ultra-endurance et on est dans une société de plus en plus sédentaire, notamment au niveau de l'éducation des enfants et avec une perte de capacité physique en quelques générations qui est complètement hallucinante et avec une multiplication des problèmes de santé, diabète, c'est-à-dire dû à la sédentarité, que ce soit le diabète, les allergies, etc. Donc voilà, j'ai dit énormément de choses en même temps, mais tout ça pour dire que le bagage, finalement, c'est déjà de voir le passé sportif de l'individu. Et moi, c'est la première chose que je prends en compte quand je prends en charge un athlète. Et c'est ça, c'est-à-dire d'où cet athlète vient, qu'est-ce qu'il a fait auparavant, depuis combien d'années il pratique le sport, quel type de sport, et du coup, quelles sont ses prédispositions, on va dire, à l'ultra-endurance. Et à partir de là, on va pouvoir établir un programme qui prendra en compte tout ça. Et pour certains, il faut dire, mais pour tout le monde déjà, il y a une inertie importante, mais pour certains, l'inertie de progression est d'autant plus grande que l'individu n'a pas développé des capacités aérobie et autres cardiovasculaires quand il était plus jeune. Alors je sais pas si j'ai été très clair parce que j'ai dit énormément de choses en même temps. Je pense que là, en fait là c'est très clair ce rappel là par rapport au passif sportif, mais je pense que la question que je voulais aborder avant tout, c'était plutôt le passif historique lié au trail. Je te donne mon cas. Quand j'entends bagage sportif, c'est quelle expérience du trail faut-il avoir pour pouvoir prétendre à se lancer dans un ultra de manière sereine. Je répète le mot serein. Eh bien, d'après ce que je viens de te dire, si tu veux, l'expérience, elle n'est pas nécessairement dans le trail. C'est-à-dire,
voilà, un athlète peut avoir que 1 ou 2 années de trail et se lancer dans l'ultra, mais si avant il a déjà une culture du sport d'endurance et de longue durée, via le triathlon, via le raid aventure, etc., ça va fortement l'aider, bien entendu. Le plus important, c'est d'avoir cette capacité justement de soutenir un effort sur une très longue durée, et donc d'avoir été aussi déjà habitué à se ravitailler, à avoir développé certaines habiletés mentales, avoir des stratégies nutritionnelles, des stratégies de gestion d'effort. Ça va énormément l'aider, parce que c'est tous les facteurs qu'on a cités déjà au départ. Après, pour un pur trailer qui est commencé par le trail, eh bien, je pense qu'il faut quand même respecter, bien entendu, encore une fois, le principe de progressivité, c'est-à-dire dans les durées d'effort, et aussi dans les dénivelés, dans la technicité, etc. Mais après, comme on a dit que les modalités d'entraînement n'étaient pas nécessairement différentes, si on respecte une certaine progressivité dans la saison et si on se donne le temps de préparation, on peut venir finalement assez rapidement à l'ultra trail. Sauf que ce premier ultra, il devrait être géré avec certainement plus de soins, encore une fois, que les autres. Si c'est un premier, il faudra prendre toutes les précautions pour gérer ça comme il faut en termes d'intensité d'effort notamment. Parfait. Aurélie, on t'écoute. Du coup, là, je rebondissais. Donc, effectivement, cette notion de progressivité, voilà, pour aborder un ultra, oui, ça paraît à peu près logique, du moins pour quelqu'un qui vient de commencer le trail. En revanche, il y a aussi, je pense que la progressivité aide aussi à l'organisation lors de l'ultra. C'est-à-dire, je pense à, par exemple, courir de nuit. Quand on est sur des plus courtes distances, on court que 2 jours. En ultra, on va systématiquement, a priori, passer au moins une nuit. Donc, ça aussi, ça doit... Enfin, comment dire, pour aborder, je reprends ta question, Nico, pour aborder de façon sereine l'épreuve, je pense que la progressivité en termes d'organisation et de préparation à ce type d'épreuve est importante. Pascal ? C'est une très bonne remarque, Aurélie. En effet, la course de nuit, c'est une des particularités parmi d'autres, parce que dedans, on pourrait citer aussi, par exemple, les courses en haute altitude, des données comme ça, l'acclimatation à la chaleur, alors qu'on peut avoir déjà sur des courses plus courtes, mais qui va peut-être prendre encore plus d'importance sur les courses plus longues, puisque qui dit courir de nuit dit aussi parfois des plus grandes amplitudes thermiques, notamment à La Réunion par exemple. Tu peux avoir un passage au volcan où tu es proche du zéro, et puis te retrouver à 30 degrés en pleine quelques heures plus tard, quoi. Donc ça c'est assez compliqué aussi à gérer. Et ça demande aussi de l'expérience, bien entendu, dans la gestion de ça, mais qui va être aussi du ressort, pas que du physiologique, mais aussi de la gestion matérielle, en termes d'habillement et de la gestion nutritionnelle aussi. Ça va être une donnée extrêmement importante. Après, la course de nuit, c'est souvent beaucoup d'appréhension pour finalement quelque chose qui se passe généralement très bien. Une autre problématique du coup qu'on n'a pas abordée et qui va être liée à la nuit, c'est la gestion du sommeil. Alors quand c'est la première nuit, par exemple lors d'un UTMB, généralement c'est pas problématique du tout parce que l'athlète est encore assez frais, il est parti le soir. Par contre, la deuxième nuit peut être très compliquée. Alors généralement, on estime que jusqu'à 30 heures, en moyenne, bien entendu, jusqu'à 30 heures, on peut faire une épreuve sans connaître la problématique vraiment du sommeil, et qu'au-delà de 30 heures, c'est bien d'essayer de gérer quand même ça et d'avoir des petites phases de sommeil aussi. Ça peut être important. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre beaucoup des individus. Mais ça doit être, bien entendu, appréhendé en amont, quoi. Ça, c'est important. Ok. On va passer plutôt dans une partie un peu plus concrète, plutôt liée à l'entraînement et à la préparation de cette épreuve. De ton point de vue, quel doit être, alors j'allais dire le volume horaire hebdomadaire minimum, mais je dirais du coup la charge hebdomadaire minimum d'entraînement pour se préparer correctement. Est-ce qu'on peut déterminer que pour un ultra de 100 miles, il y a un minimum à faire ? Alors, c'est drôle parce qu'il j'ai eu ce matin dans ma boîte aux lettres le dernier numéro de Trail Endurance Mag, et justement, j'ai produit un article. Je produis pas d'athlète. J'essaye, mais j'ai produit un article sur préparer son UTMB à 3 entraînements par semaine. Alors, c'était volontairement un petit peu provocateur parce que je conseille pas de ne faire que 3 entraînements pour l'UTMB, mais je sais que beaucoup le font. Et du coup, j'ai voulu aller dans ce sens-là, c'est-à-dire et donner le minimum nécessaire pour valider un UTMB à simplement 3 entraînements par semaine. Alors, je crois qu'il n'y a pas justement dans un milieu assez particulier
où l'entraînement peut être irrégulier en termes de charge de travail notamment. Alors je vais pas définir des charges en unité arbitraire, ça dirait pas grand-chose à tout le monde, mais je dirais déjà voilà que le grand minimum, c'est 3 entraînements par semaine, et qu'après, il n'y a pas tellement de maximum du moment qu'on est en mesure, encore une fois, de récupérer de ces entraînements. Alors pourquoi je dis que c'est très irrégulier? Parce que la pratique de l'ultra nécessite justement c'est l'existence de ces fameux week-ends un peu chocs et aussi l'utilisation dans l'entraînement de rando-courses, c'est-à-dire de progression sur des durées très longues, à basse intensité, où on va utiliser le matériel, où on va se projeter un peu sur son ultra, et des durées de course de 4 à 8 heures, voire plus parfois, puisque l'impact sera limité du fait justement que en montée on va marcher, les descentes on va les faire, on va bien les gérer, et on va se mettre en sous-intensité pour tenir longtemps. Et pour développer justement cette capacité à tenir un effort de longue durée. Donc à la fois les courses de préparation, à la fois ces rando-courses, et puis aussi à la fois le travail de longue haleine via l'entraînement croisé, ces 3 choses-là sont vraiment essentielles à mettre en place pour pouvoir valider un ultra. Mais c'est clair que je dirais que le minimum serait quand même 4 sorties par semaine. Alors quand je dis 4 entraînements, c'est pas nécessairement 4 entraînements de course, puisque parfois il vaut mieux faire un échauffement et une bonne séance de renfort qu'un footing à plat qui va pas développer grand-chose, qui va moins développer de choses finalement pour la pratique de l'ultra. Et puis inclure de l'entraînement croisé, parfois des enchaînements, du renforcement intégré dans les séances. Il y a plein de choses à mettre en place pour se préparer spécifiquement aux contraintes de l'ultra. Mais certainement pas se contenter par exemple de 4 séances de course. Ça sera insuffisant. Et 4 séances de course de durée, même si c'est compris entre 1 heure et 2 heures, ça sera insuffisant bien entendu pour préparer un ultra trail. Donc c'est plus encore une fois dans les modalités et dans la répartition des charges. C'est là-dessus qu'on va devoir jouer, mais dans une période de préparation générale, 3-4 entraînements, ça peut suffire si on n'a pas le temps d'en faire plus, mais parfois, ça veut dire qu'il va falloir se réserver des périodes de stage ou des week-ends où on va mettre des intensités, des durées bien plus importantes. D'accord. Je reviens un petit peu dessus, mais je pense que c'est important d'insister. La différence fondamentale entre une préparation pour un ultra plus court et un trail plus court et un ultra, ça se joue dans la période de préparation spécifique où on va faire plus de week-end choc et plus de rando course typée longue. C'est ça, si j'ai bien compris. La base oui, les deux à la fois. Ça va jouer en effet dans la période de prépa spécifique, parce que quelqu'un qui prépare un trail plus court, il va travailler à des intensités plus élevées, principalement, parce que ces intensités spécifiques seront plus élevées. De même qu'un coureur de marathon qui va travailler ses allures spécifiques, elles seront plus lentes que s'il bosse pour un 10 km, par exemple. Il y aura des écarts d'intensité d'une dizaine de pourcents. C'est un peu la même chose, bien entendu, sur trail court et ultra. Et puis, bien entendu, les week-end shocks vont être aussi différents. C'est un coureur de trail court, la plupart du temps. Alors, il peut faire des stages où il va répéter des entraînements, mais qui vont pas aller sur des durées généralement supérieures même à 2h30, alors qu'un coureur d'ultra, et à un certain moment, il a besoin justement d'agresser son organisme sur des durées bien plus longues. Donc la différence, elle va être essentiellement là, bien entendu. Donc encore une fois, plus dans la répartition des charges, parce que si on calcule la charge globale sur l'année, elles seront à peu près semblables. Par contre, il y a des moments où le coureur d'ultra, il en aura peut-être même moins que le coureur de court, mais il y a des moments où il en aura bien plus. Et ces moments-là, ils vont être clés justement dans sa capacité ensuite à valider son ultra. D'accord. Aurélie, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue par rapport à l'ultra ? Qu'est-ce que tu imagines dans le futur ? Comment tu te positionnes par rapport à ce type d'épreuve ? Est-ce que ça te fait rêver ? Est-ce que ça te fait peur ? Est-ce que ça te fait envie ? Alors, augmenter un peu les kilomètres, faire des courses un peu plus longues que ce que je fais actuellement, oui, j'aimerais bien tenter. Après, le 100 miles ne m'attire pas. Moi, je fais partie des personnes qui prennent beaucoup de plaisir à courir, et donc je garde un peu comme motivation le plaisir, et je pense que j'y prendrai pas mon plaisir en fait. Et je pense que j'ai pas non plus suffisamment de temps dans la semaine quand même pour
m'entraîner pour un ultra, même si j'ai bien compris que le nombre de séances n'est pas forcément. Finalement, je suis étonnée de voir 3-4 fois par semaine. C'est étonnant, mais par contre, c'est vrai que j'ai une question là, Pascal. Tu disais que pour des trails courts, on faisait par exemple des sorties longues de 2h30 à peu près. Tu disais c'est beaucoup plus pour préparer un ultra, et t'entends quoi par beaucoup plus? Alors, attention, je parlais, pour bien préciser, parce que ta question est importante, moi je dis toujours par exemple que pour mes athlètes élites, les sorties dans une période de préparation normale, on va dire, ne dépassent pas 2h30. Par contre, je vais cumuler des charges de travail. Il peut faire 2h30, ça peut être cumulé avec du vélo, ça peut être ou ça peut être doublé dans la journée, quoique quand ils ont 2h30, généralement ils l'ont qu'une fois. C'est rare que ça dépasse 2h30 en temps normal. Mais bien entendu, après, il y a encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les périodes de stage, les périodes de préparation spécifiques avec des week-ends chocs, etc., où là, on va aller bien plus loin que ça. Donc, quand je dis beaucoup plus, quand c'est souvent sous forme de rando course, donc ça peut aller entre 4 et 8 heures, par exemple, sur certaines sorties. D'accord. D'accord. Pascal, est-ce que tu peux, c'est une question que je me pose régulièrement, est-ce qu'il existe une base chronologique de cycle d'entraînement à respecter? Alors j'ai lu très attentivement tes 3 petits ouvrages, les petits cahiers d'entraînement. Tu parles dedans de microcycle, macrocycle, mésocycle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect? Oui, alors bon, théorie des cycles, hein, c'est quelque chose qui remonte à déjà pas mal d'années. Tu sais qu'on a des, je sais pas, j'en ai peut-être pas encore parlé ici, mais il y a vraiment des papes de la physiologie que sont par exemple Matveyev, Platonov. Alors tous ceux qui ont fait STAPS ont été bercés par les théories de ces gens-là qui ont posé vraiment les bases de la planification, d'entraînement, etc. Ce qu'il faut retenir de tout ça, en fait, c'est la nécessité de périodisation des charges de travail. C'est ça que veulent dire les cycles, en fait. Alors on périodise les charges et c'est très important de revenir à ces notions. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui s'entraînent en ultra, justement, ne périodisent pas. On a l'impression qu'elles font un peu toujours pareil à l'entraînement. Donc elles accumulent un maximum de trucs. Bon, quand elles sont fatiguées, elles se reposent un petit peu, puis après c'est reparti et toujours un peu aux mêmes intensités. Et c'est un peu ça qui est dommageable, mais aussi parce que on a encore un milieu qui est mal organisé, mal structuré en termes d'entraînement, etc. Puisque le trail ne dépend pas de la fédé ou très mal, donc les gens et qu'il y a beaucoup de pratiquants, donc beaucoup de personnes sont un peu hors structure et s'entraînent un peu comme ils peuvent. Pardon ? Livrées à elles-mêmes. Voilà, livrées à elles-mêmes, exactement, c'est ça. Donc oui, et donc ces personnes-là ne périodisent pas, et quand on ne périodise pas, ben l'organisme, on a un organisme qui fonctionne depuis la nuit des temps, on va dire sur un système cyclique. Notre fonctionnement hormonal il est cyclique, on fonctionne sur une alternance de jour et de nuit, sur voilà une alternance aussi de fatigue et de repos, donc de phase d'éveil et de phase d'endormissement, etc. Donc en fait, on peut pas faire tout le temps la même chose et penser qu'on va progresser continuellement. Non, ça ne marche pas comme ça parce que il n'y a pas de progrès continu. Sinon, on serait tous champions du monde de toutes les disciplines si on progressait en continu. Donc en fait, notre organisme, il y a des processus d'adaptation qui se mettent en place, mais qui fonctionnent un certain temps. Et puis à un moment, il y a besoin de récupérer, de régénérer pour ensuite repartir plus bas et pour essayer de remonter un petit peu plus haut et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle souvent de charge et de décharge, c'est-à-dire de semaines d'entraînement et de semaines de repos relatif. Tout ça, ça vient justement de cette nécessité en fait de périodisation des charges d'entraînement. Donc ce qu'on appelle les cycles, qui sont de durée plus ou moins variable, mais je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, ça renvoie à cette périodisation des charges de travail. Donc oui, il y a nécessité de périodiser, et les périodes les plus simples, quand on parle encore une fois, dans les formations d'entraîneurs, on parle de cette fameuse période qui doit être la plus longue dans notre cycle d'entraînement, qui est la période de préparation physique générale, alors à ne pas mélanger avec la PPG au sens strict quand on fait du renfort par exemple. Donc cette période de préparation physique générale, on développe en fait l'ensemble des habiletés dont on a besoin pour le trail, mais sans rentrer dans la spécificité. C'est-à-dire, c'est développer l'endurance fondamentale, mais c'est aussi redévelopper la VMA, si elle s'est émoussée un peu avant, VMA, PMA, donc la consommation maximale d'oxygène. C'est développer nos qualités de force
et puis d'endurance de force, travailler aussi la proprioception, voilà, travailler tout un tas de qualités. Il peut y avoir aussi déjà un petit début de développement technique si on a besoin. Voilà, ça c'est la période de préparation générale. Et dans cette période de préparation, on exclut au maximum les compétitions. Et ça, c'est important parce qu'on a des saisons de trail maintenant qui vont du 1er janvier au 31 décembre et on est en vie, bien entendu, parce qu'on est consommateur plus que consommateur. Donc, on consomme du trail, en fait, hein, et on a tout un milieu, enfin, on voit bien le nombre de courses qui se développent avec toujours un nombre un nombre de courses par épreuve qui est toujours plus important, avec des kilométrages toujours plus importants, des difficultés toujours plus importantes. C'est pour ça qu'Aurélie fait preuve de beaucoup de sagesse en disant que l'ultra ça l'attire pas, qu'elle y prendrait pas son plaisir. Et c'est très bien d'entendre ça parce que la vérité elle n'est pas nécessairement dans l'ultra. Il y a des coureurs qui se cantonnent à la montagne et au trail court et qui sont très performants là-dedans et qui ont aucune envie d'aller dans l'ultra et c'est très bien comme ça aussi. Il faut essayer de trouver ce pourquoi finalement on est fait. Là, on va le prendre le plus de plaisir et puis le faire le mieux possible. Donc, après cette période de préparation générale où je dis on fait moins de compétition parce qu'on développe des qualités, or la compétition, il va falloir s'arrêter un peu avant pour être prêt, après récupérer derrière, et pendant ce temps-là, finalement, on n'a pas le temps vraiment de développer les qualités. Alors on peut en faire une ou deux, mais c'est tout. Après, on a une période dite de préparation physique spécifique, où là, on commence à développer justement les aptitudes à performer en trail. Donc on va faire plus de dénivelé, on va travailler plus la technique de descente, et voilà, et on va développer plus aussi le travail aux intensités spécifiques de course, voilà. Et puis ensuite, on a la période dite compétitive, où là, on rentre dans les compétitions, dans période compétitive, intercompétitive, où là, c'est particulier parce que la succession finalement des courses, alors ça dépend si on fait de l'ultra ou du court, etc. Mais la succession des courses fait que entre les courses, finalement, on n'a plus le temps de développer les qualités. Et même que ces qualités, finalement, elles vont s'entretenir ou se développer que par les compétitions, parce qu'entre-temps, ça sera que de l'entretien. Pourquoi ? Parce qu'avoir une compétition, et si c'est un ultra, il faut une période d'affûtage qui va être de 15 jours, 3 semaines, donc qui va correspondre aussi à un léger désentraînement. Et puis après la compétition, il faut une période de récupération, régénération, qui peut être aussi, là encore une fois, 15 jours, 3 semaines, voire un mois, avant de repasser à quelque chose d'autre. Donc une fois qu'on est en période de compétition, on n'a plus le temps de développer les qualités. C'est pour ça que les gens qui finalement ne font quasiment que de la compétition, ils ont c'est des personnes qui pour moi ne progressent pas, qui stagnent, voire qui régressent. Et dans ce milieu d'ultra qui progresse en permanence, quelqu'un qui stagne, c'est quelqu'un qui régresse subjectivement, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que cette chronologie d'entraînement peut être et doit être suivie par un trailer de milieu de peloton ou de fin de peloton? Oui. Et est-ce que tu peux tout à fait. Est-ce que tu peux si possible donner en termes chronologiques un délai de préparation physique générale, le délai de la préparation physique spécifique, globalement, pour qu'on puisse un peu s'y retrouver? Ouais, très bien. Alors si je te dis ça, c'est parce que tu vois, par exemple, je suis intervenu un grand nombre d'années en Master 1 avec énormément de disciplines sportives, et ces règles-là que je vous ai énoncées, ce sont des règles qui sont admises, bien entendu, dans tous les sports, par tous les chercheurs, par tous les entraîneurs. Il y a une périodisation des charges de travail. Alors, il y a des cas particuliers. Le cas du football, par exemple, c'est très particulier parce qu'il y a des matchs toutes les semaines. Donc, la période de préparation générale, elle est très courte, spécifique aussi. Et puis après, on rentre uniquement dans la période compétitive avec de l'entretien comme on peut, quoi. Ça, c'est particulier. Par contre, dans tous les autres sports, on a bien entendu ces périodes-là. Alors, on a des règles généralement admises, c'est-à-dire que la période la plus longue, c'est la période de préparation générale, ensuite spécifique, et ensuite la période de compétition qui, elle, doit être la plus courte. Et entre ces périodes de compétition, on a toujours une période d'affûtage et une période de récupération, avant et après chaque compétition. Donc voilà les périodes qu'on trouve. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une période de préparation physique générale qui soit minimale de 3 mois. Dans beaucoup de sports, on la conseille même à 6 mois, cette période-là. C'est-à-dire 6 mois, on va faire très peu de compétition, on va plutôt faire d'abord de la régénération et après du travail de développement des capacités essentielles justement à l'organisme et à la discipline qu'on va préparer après. Donc moi je conseille généralement 4 mois, préparation générale. Ensuite, on va avoir 2 mois spécifiques et après on va rentrer dans la période de compétition.
Et il faut savoir qu'après chaque compétition, eh bien, on rentre à nouveau dans une période, alors après la période de récupération, dans une nouvelle période parfois de préparation générale, mais qui va être bien plus courte, puisque on va bien entendu bénéficier de tout ce qu'on a mis en place avant. Donc on répète les mêmes périodes de travail, mais chaque fois en raccourci. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on imagine, hein. C'est en fait il faudrait ne pas participer à des courses ou des trails et notamment des ultras toute l'année. Il faudrait se réserver 2, 3 mois, 4 mois de période où on fait de la compétition, pas plus. Exactement. Et ben moi, parmi mes athlètes qui sont on va dire qui sont dans le développement durable, parce on doit parler d'entraînement durable aussi. Tu as eu Eric ou Julien qui ont déjà plus de 10 années d'expérience et qui sont toujours compétitifs. Bah, c'est des athlètes qui ont toujours travaillé sur cette périodisation-là avec de longues périodes sans compétition. Ça me paraît essentiel. Et Audrey aussi que tu as interviewé récemment, c'est pareil. Et Sylvain Cachard que tu as eu, même si c'est de la montagne et du court, Sylvain passe énormément de temps à sa période de préparation. Et c'est pour ça que quand il commence dans les compétitions, bah, le pic de forme, il va mettre du temps à arriver parce qu'il y a tout un tas il faut assimiler le travail et puis il faut rentrer dans la spécificité ensuite de la compétition. C'est pour ça, là, tu vois, il a vu, enfin, je sais pas si on a suivi, mais là, il en a sa 3e compétition, il a Il a fait une superbe 6e place à voilà, il a fait une super course et encore, il est loin encore d'être à son niveau de potentiel maximal. Mais voilà, dans son suivi physiologique, j'ai vu la semaine dernière, on a vu que voilà qu'il commençait à assimiler le travail effectué et que donc son niveau de forme allait évoluer et ça s'est concrétisé ce week-end. Donc il faut respecter cette inertie dans la montée en charge et ne pas, moi ce que je constate, je pense sincèrement, c'est que la grande majorité des athlètes en fait fait toute son année à 80% de son potentiel, au lieu d'être à un moment à 70 et puis après viser le 100% pour les objectifs, ce qui est le but des athlètes, alors qui est pas le but que des athlètes élites, mais ça va être le but de tous les athlètes. Donc tous les athlètes devraient respecter ces principes-là pour arriver plus en forme et prendre plus de plaisir au moment des compétitions. C'est-à-dire cette phase de préparation, mais c'est dû aussi au trail et au développement du trail, parce qu'autrefois, quand on parlait de course sur route ou course sur piste, les saisons étaient bien définies. C'est-à-dire on avait une saison hivernale à base de cross, etc. Il y avait une grande coupure et après on passait à la saison de piste ou de route. Et on se posait pas la question. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas, on pouvait pas faire de la piste au mois de janvier et on pouvait pas faire de cross non plus au mois de septembre. Donc les saisons étaient bien définies, quoi. Là, elles le sont pas. Donc c'est à nous de les redéfinir et de prendre ça en compte, quoi. Parce que l'être humain, d'un point de vue physiologique hormonal, il a pas évolué. Il a même plutôt régressé. Donc là, on est en train plutôt de redévelopper certaines qualités. Mais il faut pas oublier que on n'est pas non plus des surhommes et qu'on a besoin de temps de récupération, régénération et que ça permet justement d'accumuler les saisons avec toujours autant de plaisir et de continuer à progresser généralement, même si on prend de l'âge pour certains, on peut continuer à progresser dans ce milieu-là. Ok. Aurélie, là franchement, entendre des choses pareilles, ça rabat un petit peu les cartes, hein. C'est des choses qu'on n'entend pas souvent et alors, on peut retrouver toutes ces recommandations dans les 3 petits livres de Pascal et Anthony. Aurélie, qu'est-ce que tu en penses de cet aspect-là? Non, mais moi je trouve cette approche est raisonnable. Je trouve ça, je trouve ça intéressant et puis ouais, raisonnable et du coup ça me fait penser avec toutes ces périodes de confinement où il n'y a pas eu de course. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait moins de courses justement et qui ont pu un peu fignoler un peu toute leur préparation générale justement et peut-être que ça a pu, je pense, changer des fois la perception de certaines personnes qui vont peut-être moins enchaîner les courses. Après, il y a peut-être ceux qui vont vouloir remettre plein de dossards, je sais pas, mais voilà, je pense que ça a pu un peu changer la façon de voir les choses, le fait d'être coupé totalement des compétitions et de s'entraîner dans son coin. Tu as vu un changement, toi, Pascal, au niveau des performances liées à cet arrêt des compétitions? On en avait parlé, hein, mais... Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Aurélie. Pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour voir vraiment un changement. Après, moi, je laisse toujours la liberté à chacun. Certains, leur plaisir, c'est de mettre un dossard et de faire la compète. Et puis certains le font sans la volonté aussi obligatoirement de performer, c'est-à-dire par rapport aux autres, de faire un classement, des choses comme ça.
Donc après, c'est bien entendu la liberté de chacun. Hein, c'est pas mais celui qui veut performer, c'est-à-dire qui veut continuer à progresser, qui veut se préserver, il a pas le choix en fait. Il peut pas passer par autre chose. Et même certains élites qui cumulent trop de courses, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, elles déclinent en niveau de performance par rapport aux autres, quoi. Voilà, donc ce sont des choses, des principes qui sont vraiment importants à respecter. Et ceux qui durent sont ceux qui planifient bien leur saison depuis des années et des années, et qui respectent ça, qui choisissent des objectifs pas trop nombreux, et qui sont présents le jour J sur leurs objectifs, quoi. Ça, c'est important. Très bien. Message passé, c'est clair. Quels peuvent être les moyens de nous prémunir des blessures en ultra? Tu as évoqué donc l'absence de monotonie par la diversification des entraînements, notamment entraînement croisé. Est-ce qu'on peut parler de renforcement structurel Oui, musculaire? alors j'en verrai trois autres. Il y aurait d'abord le renforcement, parce que l'individu, c'est du structurel et du fonctionnel, c'est un moteur et une carrosserie. Donc si on a un super moteur et que la carrosserie tient pas, c'est-à-dire un moteur de Ferrari dans une carrosserie de 2 chevaux, ça va vite péter. Donc le renforcement, bien entendu, c'est la base de l'activité. Et dans cette activité-là en pleine nature, alors la course en elle-même en milieu naturel, renforce déjà l'organisme, mais c'est insuffisant par rapport aux contraintes qui sont exigées par la discipline. Donc c'est clair qu'il faut un minimum de renforcement, il faut un minimum de mobilité, parce que le trail, c'est vraiment une motricité globale différente de la course. Donc ça c'est une première chose importante. La deuxième chose, c'est la récupération. La récupération, c'est le meilleur moyen de se prémunir justement des surcharges d'entraînement, de travail et donc de blessures, notamment de répétitions, etc. Alors dans le renfort, je mettais aussi bien entendu ce qui est étirement. Enfin, dans le structurel, on va mettre un peu étirement passif, dynamique, etc. et renforcement. Donc la récupération, le sommeil, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à ne plus dormir, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir modifier aussi ses charges de travail, ou ça veut dire que les charges de travail étaient mal adaptées, mais on peut aussi mal dormir pour d'autres raisons, bien entendu, professionnelles, familiales, etc. Mais tout est lié dans l'individu. Il n'y a pas un individu qui court et puis un individu qui va au boulot et un individu qui a des enfants à la maison, quoi. Ça n'existe pas. Donc, il faut prendre tout ça en compte, parce que dans les charges global, rentre en compte bien entendu les charges socio-professionnelles et familiales, c'est important. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on quantifie une charge de travail, c'est-à-dire si je demande là par exemple à Aurélie d'aller faire une séance et qu'elle me quantifie sa charge, pour une même séance, elle la quantifiera différemment selon la journée qu'elle a eue auparavant. C'est-à-dire si elle a eu des complications au boulot, et puis si les enfants, alors je sais pas s'ils sont grands ou pas grands, mais ils ont été, on va dire, un petit peu pénibles et qu'il y a eu de la gestion, eh bien son entraînement, elle va le quantifier, enfin au niveau du ressenti d'effort, ce sera supérieur, et donc sa charge d'entraînement sera supérieure. Donc ça, faut le prendre en compte aussi. Et puis enfin, le dernier moyen, mais qui est aussi extrêmement important, c'est la nutrition. La nutrition, c'est aussi un moyen de récupérer, enfin nutrition, hydratation, bien entendu, un moyen de récupérer qui est essentiel. Alors tu as consacré déjà 1 ou 2 podcasts avec Manon Board, et je crois que c'est vraiment essentiel, parce que je l'ai cité comme facteur de performance clé en début d'entretien, mais c'est aussi à la fois de performance, mais aussi bien entendu de récupération et de santé au quotidien. Donc ça, c'est important. Donc voilà, donc quand on gère, si tu veux, son entraînement avec raison, son renforcement, enfin son structurel, son repos, récupération, sommeil et sa nutrition, je crois qu'on a là les meilleurs moyens, de se prémunir de tout type de blessure. Très bien. C'est parfait. Est-ce qu'on peut définir ensemble quelques alertes de l'overtraining syndrome, du surentraînement, le syndrome de surentraînement? Ouais, alors il y en a plusieurs. Ça peut être déjà une fatigue générale qui peut être ressentie, et à laquelle on va faire attention, parce que certains sont quand même attentifs à ça. Certains veulent pas le voir parce que ils ont programmé quelque chose, un entraînement, et ils veulent y aller. Sinon, il va y avoir de la culpabilité qui touche beaucoup d'entre nous. Donc ça, c'est la première chose. On ressent une fatigue générale, et bien ça peut être déjà une alerte. Donc on s'arrête. Alors s'arrêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple commencer par couper. On peut couper 2-3 jours son entraînement complet, si vraiment on en ressent le besoin. Et après, attendre que l'envie revienne. Très souvent, la motivation, c'est-à-dire l'envie d'aller s'entraîner,
c'est vraiment un signal qui est important à prendre en compte. Et ce signal, il peut être relié souvent à des hormones comme à la dopamine, par exemple, qui est l'hormone starter. Quand on a un léger déficit dans cette hormone-là, dans ce neuromédiateur, eh bien, c'est important de récupérer. Et là, la récupération, c'est aussi par la nutrition, parfois, qu'on peut refaire un peu nos stocks. Donc, il y a ça. Ça peut être... alors, la fatigue périphérique, pas tout le temps, parce que parfois, certains entraînements vont générer des petites courbatures, mais qui sont pas néfastes, qui font partie du processus d'entraînement, d'adaptation, etc. Donc, on peut aller outre ça. Ça peut être aussi une perte d'appétit. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que normalement, un entraînement, peut au contraire, l'individu doit avoir un appétit tout à fait normal, voire parfois supérieur justement en période d'entraînement important. Mais une perte d'appétit, ça peut signifier justement un type de fatigue. Il peut y avoir aussi une perte de libido, par exemple, chez l'homme comme chez la femme. Ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Il peut y avoir une irritabilité, c'est-à-dire si on se met à se fâcher avec son conjoint, sa conjointe ou ses enfants pour n'importe quoi, ou moins supporter des réflexions, que ce soit au travail, que ce soit les amis, etc. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Voilà, il y a plein de petits symptômes comme ça qui peut nous faire dire que que l'entraînement, on est peut-être allé un petit peu loin et qu'il va peut-être falloir faire attention et se protéger. Voilà, ça peut être aussi on va dire normalement quand on est surentraîné, ça entraîne très vite aussi une faiblesse du système immunitaire. Donc au-delà des perturbations de l'humeur, si on a aussi des petites irritations au niveau des voies supérieures, par exemple des voies respiratoires supérieures, un petit mal de gorge, des choses comme ça. Ça peut être des petits signaux aussi d'une fatigue qui commence à s'installer. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont à prendre en compte. Donc ça peut être les premiers signaux en fait d'une fatigue. D'accord, très bien. Tu as parlé tout à l'heure Alors, de la est-ce que, par récupération. exemple, Vas-y. excuse-moi Nicolas, mais est-ce que ça, par exemple, ça parle à Aurélie, si je peux me permettre de la solliciter? Est-ce que ça te parle, ce genre de signaux? Les signaux, oui. Alors, je pense qu'il en faut quand même plusieurs pour se sentir en surentraînement, c'est-à-dire qu'un seul ne doit pas être quand même. Je sais pas. Justement, quand tu parles de tous ces signaux, est-ce que il en faut quand même plusieurs pour être considéré, pouvoir. Parfois, ça peut être un seul. Alors, bien entendu, ça va mettre en lien avec. Ouais, ça peut être mettre en lien avec ton entraînement, mais l'irritabilité, ça peut être un signal de début de surentraînement, quoi. Ouais, c'est important. Et puis alors là, actuellement, alors je sais pas si ce sera le cas, et je pense que ce sera le cas encore au moment de la diffusion du podcast, mais on est en période de chaleur qui sont un peu soudaines. Là, il y a un risque de surentraînement qui est accru, bien entendu, et un risque de blessure et de pathologie aussi. Donc, c'est des moments où il faut faire vraiment très attention, soigner son hydratation, soigner aussi, réduire les intensités d'entraînement, notamment quand il fait chaud, essayer de choisir peut-être les heures plus fraîches là pour aller s'entraîner. Voilà, il y a des choses comme ça à prendre en compte, parce que les variations climatiques sont un stress important pour l'organisme. Et puis du coup pour Vas-y, Aurélie. Oui, pour répondre à ta question, moi je te rejoins quand tu dis qu'il faut couper. Moi, j'hésite pas à couper quand je le sens plus en fait. Et c'est vrai que le plaisir revient vite et on voit tout. C'est vrai que là, on voit vraiment la différence. Le fait d'avoir coupé, on n'a rien perdu après, au contraire, quoi. Voilà, c'est extrêmement important. Du coup, là, on revient sur une notion essentielle parce que je vais parler de planification d'entraînement, de programmation, et souvent, moi, j'ai cette image d'entraîneur dit rigoureux, scientifique. Alors même si, bien entendu, je me base sur beaucoup de données scientifiques, après, j'essaye d'être au plus près de l'athlète et justement que l'athlète soit en mesure d'adapter son entraînement, c'est-à-dire qu'il soit autonome par rapport à son entraînement et ses capacités du jour. Donc, par exemple, là, Nicolas, j'ai repris en main l'entraînement de Sylvain parce que je lui avais laissé beaucoup d'autonomie par rapport à son entraînement, mais du coup, c'était trop. Et là, il avait besoin d'avoir un suivi extérieur qui soit plus important, qu'il ait une trame qui soit plus fixe. Mais il sait très bien qu'au-delà de cette trame, il doit être en mesure d'adapter. Et en effet, si à un moment,
il sent un épuisement avec plusieurs séances successives difficiles, eh ben il est en capacité de couper 2 jours, 3 jours et d'attendre que la motivation revienne, que l'envie revienne. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si chacun déjà pouvait prendre ça en considération, de pas se sentir coupable, de couper un moment 2 jours, 3 jours, voire 4 jours dans son entraînement, voire une semaine, si le besoin s'en fait sentir, ça permet justement de ne pas rentrer dans ce syndrome de surentraînement. Il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte par rapport à ça, c'est que souvent les athlètes battent leur record ou leur meilleure performance quand ils reviennent de blessure. Et c'est quand même assez hallucinant de devoir se blesser pour ensuite se rendre compte que quand son organisme a bien récupéré, quand il a été forcé en fait à récupérer, eh bien c'est là on va atteindre ensuite quelques semaines après son meilleur niveau de performance. Donc au lieu d'attendre de rentrer dans le mur pour comprendre ça, je pense qu'on peut s'enrichir aussi de l'expérience des autres et puis agir avec raison pour être en meilleur niveau de forme et pour éviter justement le surentraînement. On est dans le désentraînement à partir de combien de temps, Pascal? 2 semaines? On l'est très très vite, malheureusement. Alors, si on suit la biochimie, on va te dire qu'à partir du moment où tu sors de ton rythme normal d'entraînement, tu te désentraînes. C'est-à-dire quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, il suffit qu'il coupe une fois, il se désentraîne. Mais là, on est d'un point de vue biochimique et d'un point de vue des réactions enzymatiques, etc. Ensuite, pour un athlète entraîné normalement, c'est vrai qu'à partir d'une semaine, on commence à rentrer dans le désentraînement. Jusqu'à 3-4 jours, non. À partir d'une semaine, oui, et 15 jours, ça sera encore plus important. Mais ce désentraînement, il est parfois nécessaire. Il est même souvent nécessaire, notamment dans les phases de récupération. Alors on sait qu'on peut le limiter via des activités portées et qui vont aussi limiter bien entendu l'impact des chocs, parce que c'est ça aussi dont il faut récupérer en course à pied, c'est l'excentricité de la course et les effets inflammatoires justement des contractions excentriques. Mais en effet, on est assez vite dans un niveau. C'est ça qui fait peur à beaucoup de personnes, c'est le désentraînement, parce qu'en plus, plus on prend de l'âge, plus on se désentraîne vite et moins on se réentraîne vite. Donc les phénomènes d'adaptation sont plus marqués, quoi. Donc voilà. Mais il est nécessaire parfois de bien entendu rentrer dans ce phénomène de désentraînement. Ok. Bon, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour. Est-ce qu'on pourrait dresser un petit bilan des points clés à retenir pour la préparation d'un ultra, courir moins pour courir mieux? Est-ce que tu peux nous faire un petit tableau des quelques points clés? Oui, alors les points clés, c'est de prendre en compte justement l'ensemble des paramètres et de ne pas rester concentré uniquement sur la course à pied. Voilà, l'ensemble des paramètres de performance, ça veut dire de la stratégie, c'est-à-dire il va falloir préparer sa course dans sa gestion, la technique, donc technique de bâton, technique de descente, ça va être aussi essentiel dans sa préparation et qu'on peut mettre en place assez facilement à l'entraînement. Ça va être bien entendu la stratégie nutritionnelle à l'entraînement, mais aussi et bien entendu en compétition. Et ça, vous en reparlerez dans d'autres podcasts. Ça va être toute la partie renforcement. C'est pas parce que j'ai que 3 séances à consacrer par semaine ou 4 séances, par exemple, que je vais éviter le renforcement. Non, on peut très bien intégrer, et dans les petits bouquins que tu citais, il y a des exemples de séances avec du renforcement intégré. Ça marche très très bien. Moi, je le fais pour mes athlètes, par exemple, qui habitent en plaine. Voilà, pour compenser les pertes de spécificité. Donc, il faut consacrer du temps au renforcement parce que il faut savoir qu'un muscle plus fort, c'est aussi un muscle plus endurant. Donc, finalement, on va plus gagner avec un footing et une séance de renfort qu'avec un simple footing. Donc, ça, c'est important aussi à comprendre. Bien jouer sur la répartition des charges. Ne se contenter des charges qu'on est capable d'assimiler dans la semaine classique, et puis de temps à autre, ça veut pas dire toutes les semaines, mais ça veut dire au moins une fois par mois, consacrer du temps à de la rando-course, si possible en montagne, sur des randonnées de longue haleine. On se prépare un beau circuit, on se fait plaisir, on en profite pour tester son matériel et ses aliments, etc., son hydratation, enfin tout ce qu'on a prévu d'emporter le jour J. Donc ça, c'est essentiel aussi à la réussite. On met un maximum d'entraînement, on met en tous les cas de l'entraînement croisé pour développer toutes les adaptations justement à l'endurance fondamentale. En fait, on va retrouver les mêmes adaptations qu'on soit sur le vélo ou sur la course, à quelques exceptions près, notamment en termes d'économie de course, etc. Donc, on peut développer énormément d'adaptations via une activité croisée qui va nous préserver des chocs et donc de l'inflammation. Donc ça, c'est important. Et puis ce que disait Aurélie, c'est aussi de prendre du plaisir, c'est-à-dire ne pas aller
vers l'ultra parce que tout le monde va vers l'ultra, mais d'aller vers l'ultra parce qu'on a la conviction et que c'est là-dedans qu'on va prendre le plus de plaisir dans sa pratique. D'où la nécessité, bien entendu, de faire ses randos courses avant. Si on s'aperçoit qu'au bout de 4-5 heures, on est complètement cramé et que finalement on prend pas de plaisir parce que c'est trop dur, eh bien, on repousse ça à plus tard ou on commence par des distances inférieures ou des durées d'effort inférieures. Voilà les principaux conseils, mais voilà, mettre le plaisir au centre de son activité, c'est le conseil de base. Très bien. Bon, Aurélie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet? Bah non, ça on a été bien complet là. J'ai appris plein de choses. Bon, c'est très bien. On te verra sur un ultra ou pas finalement? Tu n'as pas décidé encore. Moi, je vais continuer avec ma progressivité doucement mais sûrement, puis je verrai si je monte ou pas. On verra selon comment je me sens et si j'y prends justement du plaisir. Très bien, très bien. Tu as bien raison, le plaisir au centre de l'activité trail, c'est le plus important. Pascal, je te remercie. Est-ce que tu as besoin d'évoquer un dernier sujet où on a été complet? Non, je pense qu'on a fait quand même le tour des choses. J'espère que voilà, ces principes de périodisation, de plaisir, de repos, mais aussi de polarisation de l'entraînement, voilà, j'espère que ça rentre petit à petit dans les mentalités, que les gens essayent et voilà, c'est ça le plus important, que les personnes se préservent. Le but c'est aussi de préserver son intégrité physique. Et de toute façon, on peut pas aller vers la performance entre guillemets. La performance, c'est toujours par rapport à soi. Pour moi, en tous les cas, une performance qui soit vraiment objective. On peut pas y aller sans se préserver et sans prendre du plaisir. Donc, c'est important de prendre en compte tous ces éléments-là. Très bien. Bon, super mot de la fin. Merci beaucoup, Pascal. Merci Aurélie d'avoir participé à cet épisode. J'espère qu'on va se retrouver prochainement sur des épreuves, hein, parce que ça a tendance à revenir là, donc on espère qu'on va se croiser tous sur des événements. En tout cas, je vous remercie de nouveau, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée, merci. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Aurélie et de Pascal. J'espère aussi que vous avez appris pas mal de choses pour votre pratique, notamment de l'ultra running. Et je remercie de nouveau Pascal Balducci pour nous avoir fait part de toutes ses connaissances sur ces sujets ô combien importants. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram ou Facebook à Let's Try le podcast, mais vous pouvez également me rejoindre sur Strava ou LinkedIn à Nicolas Guilleneuf. Si vous souhaitez recevoir les news du LTP ainsi que les futurs invités, eh bien inscrivez-vous à la newsletter que j'envoie tous les mois. Vous pouvez trouver le lien à peu près partout sur toutes les plateformes de communication. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Ride Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut